Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller accueillir Norman. Salut Norman. Salut tout le monde, ça fait plaisir. Écoute, moi ça me fait très très plaisir. Je remercie vivement ta sœur de nous avoir mis en relation. Un petit moment que je voulais t'interviewer et puis de fil en aiguille, et ça a mis un peu de temps, mais écoute, on est là aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et je suis sûr qu'on va se régaler et on va régaler tous nos auditeurs et toutes nos auditrices à travers ton interview. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Parce que je pense que les gens ne te connaissent pas forcément. Tu as un profil assez atypique. Tu es pas mal suivi notamment sur Instagram. Et voilà, écoute, si tu veux bien te présenter un petit peu pour nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, qui tu es, où tu vis, quelles sont tes passions. Je m'appelle Norman, je fais principalement du cirque. Je suis circassien, je suis jongleur, je fais du foot freestyle, du coup en jonglerie. Et mes passions sont vraiment le cirque, donc, dans toute la largeur, c'est-à-dire les équilibres, les acrobaties, les portées, tout ça, enfin, tout ce qui appartient à l'univers du cirque, le clown. Et je me suis formé là-dedans. Aujourd'hui, c'en est mon métier, donc je suis content. Et je vis vers Rennes, en Bretagne, au soleil. Et À Rennes, endroit où il ne pleut jamais. exactement. Pas encore eu de pluie. Ça fait 2 ans, j'ai toujours pas eu. Bon, le départ du podcast qui se fait souvent par un traditionnel portrait chinois. Let's go. Je t'ai préparé une petite série de questions. Donc, Norman, si tu étais un animal, quel animal serais-tu et pourquoi? Je serais un manchot. Parce que je jongle avec les pieds, principalement, donc ça me dérangerait pas de pas avoir de main. Et puis, je jongle, connu pour jongler avec 2 ballons, et c'est la même démarche que le manchot, un peu. J'aime bien aussi l'univers du manchot. Si tu étais une couleur, laquelle serait? Le bleu. J'ai pas de couleur favorite, vraiment. Le bleu. Parce que j'aime bien l'océan, j'aime bien la mer. C'est une bonne couleur. Apaisante. Si tu devais être un sport, lequel serais-tu? Beaucoup des sports. Je ferais du volley. Je ferais du volleyball. Quoi, le volley? Parce que c'est un sport que j'aime bien, parce que ça va directement, les points, c'est pas très compliqué, c'est un point, ça va dans la simplicité. Il y a toujours un ballon et on peut utiliser les mains et les pieds, donc je trouve ça c'est assez intéressant comme sport. Si tu étais une saison de l'année, laquelle serais-tu et pourquoi? Je fais l'hiver parce que j'aime beaucoup le froid et j'adore l'hiver tout simplement. J'aime le froid, ouais, j'aime le soleil aussi, mais j'aime le froid. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu et pourquoi? J'adore le blues et j'aime beaucoup la guitare. Le blues. Ouais, et
J'aime bien un peu d'où ça vient. Voilà, c'est du blues. Ouais. Ça me plaît bien. Si tu étais une qualité humaine, laquelle serais-tu et pourquoi? L'empathie, l'empathie parce que j'aime bien écouter les gens, j'aime bien comprendre. Tout le monde a des histoires et c'est intéressant de se mettre dedans et d'essayer de se connecter avec ces histoires pour s'en inspirer, même dans le podcast. On va sur du culinaire. Si tu étais un plat, quel plat serais-tu et pourquoi? Bah écoute, moi je suis végétarien et j'aime bien. On va partir sur des choses, un plat un peu simple. Ça fait pas très culinaire, mais une pizza 4 fromages, basse crème, ça me va très bien. Si tu étais une citation, laquelle serais-tu? Alors je serai la citation d'Albert Camus qui dit: «Créer, c'est vivre deux fois», parce que chaque fois que je crée, j'ai l'impression de refaire, de recommencer un processus, une vie. Ça me parle énormément et très, très, très bref. Du coup, moi, comme je savais que tu faisais du cirque, je suis allé un peu m'inspirer des citations qui sont en lien avec le cirque et je les ai trouvées très sympa. Qui dit, la vie est un cirque et chaque jour est une nouvelle représentation. Bon, ton portrait chinois, il reflète un petit peu ton parcours, ta personnalité. Et maintenant, j'ai hâte, en fait, qu'on enchaîne sur, les questions du podcast. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Mon parcours, il m'inspire que vraiment tout est possible quand on croit aux choses, quand on aime les choses et quand on s'y investit à fond. Et s'y investir à fond, on s'en rend pas compte quand on aime, parce que du coup, on y passe du temps, on compte pas le temps qu'on passe, ce qui, ce qui me permet de croire en fait que tout est possible si on aime une chose et on y croit à fond et on va dedans sans se poser de questions, en se disant juste j'essaie, profiter des petits moments de succès qui nous permettent de recommencer après, de pousser les choses et d'aller de plus en plus loin dans ce qu'on avait en tête et qu'on arrive à mettre en réalité. Si aujourd'hui tu regardes dans le rétroviseur de tout ce que tu as accompli, avec le recul, tu es le plus satisfait de quoi? Bah, avec le recul, je suis satisfait de m'être accroché à ma passion première, qui est juste m'amuser avec un ballon. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et quand j'étais à l'école, j'avais pas l'impression que ce soit possible de le faire quand j'étais plus jeune. Et au final, avec les bonnes rencontres, la curiosité de rencontrer des gens, de s'intéresser à des univers différents, ça m'a permis de, ça m'a permis de me rendre compte, en fait, que si c'est possible, comme une fois, encore une fois, je le dis, comme si j'y crois et si je suis pas pressé. Parce qu'il faut pas être pressé, je pense, en tout cas, moi, je regarde dans le rétroviseur, j'ai bien fait de pas être pressé parce que j'ai pris du temps avant de faire ce que j'aime. J'ai pris du temps. Tu dis, c'est souvent une question que je pose, est-ce que ton parcours t'inspire, rendre possible l'impossible? Là, tu me disais que on pouvait, enfin, c'était pas forcément un métier que tu aurais pu envisager de fait de jouer avec un ballon, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Bon, il y en a qui font du football professionnel, ils jouent avec un ballon, pour métier, c'est leur métier aussi. Mais la question que je me pose, c'est comment t'es arrivé au cirque? Je suis arrivé au cirque car une amie de ma sœur, alors ma sœur est comédienne, et une amie de ma sœur m'a emmené au théâtre voir un artiste qui s'appelle James Tiré, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin, qui est connu pour faire du cirque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, je veux faire pareil, en fait. Et bon, là, il n'y avait pas de ballon, mais juste utiliser mon corps avec, raconter des histoires, faire de l'humour, etc. Enfin, tout un melting pot qui le représente sur scène. Je voulais faire ça et je me suis dit, bon, à ce moment-là, j'aime toujours le sport. J'étais à fond dans le sport. J'étais éducateur sportif. Et j'étais un peu jeune pour être éducateur, je trouvais. Et je me suis remis en question et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai envie de faire du sport plus que j'ai envie d'en enseigner. Et j'ai commencé à regarder les écoles de cirque. J'ai rencontré les jongleurs. J'ai essayé de faire de la jongle. Après, je me suis dit, bon, faut pousser, faut s'entraîner. J'ai été m'inscrire à la danse. J'ai été m'inscrire à la gymnastique et petit à petit, d'année en année, je pouvais accéder aux écoles de cirque et après, je suis rentré dans la boucle et j'en suis jamais sorti. Et alors du coup, cet épisode de ta vie, il est arrivé à quel moment? T'avais quel âge? Et cet épisode, il est arrivé quand j'avais 20 ans. Ouais, 20 ans, ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 34. Donc ça fait 14 ans finalement que tu évolues dans ce domaine. Ouais, c'est ça. Avant, non, avant j'étais vraiment avec les enfants, éducateur sportif, animateur. J'aime beaucoup, hein, mais j'avais envie de plus. Et au final, je suis toujours avec les enfants parce que j'initie les enfants à ma passion. Je m'y retrouve.
tout se reconnecte. C'est génial, le cirque. En fait, toi, t'en as fait un peu? Moi, je le découvre en partenariat parce que ma fille est inscrite dans une école de cirque. Trop bien. Et elle découvre un peu de tout, du coup? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, parce que c'est pour les tout petits. Mais du coup, comme elle a beaucoup d'énergie, qu'elle est assez, comment dire, au niveau avec son corps, elle fait plein de trucs. Du coup, elle se régale. Allez, on va évoquer le mental. Qu'est-ce que le mental pour toi? Pour moi, le mental, c'est être sur le moment présent. C'est avoir une force, comprendre où on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on envisage de faire après. Ce qui nous permet de nous projeter et mentalement, ça nous permet de se dire, OK, là, j'ai un objectif, qui soit tout petit ou énorme. Ça dépend des motivations de chacun. Mais d'avoir ce petit objectif dans la tête qui nous permet de se rendre compte que sur le moment, on est là, on est bien et qui va nous permettre d'avancer, c'est de se dire, je prends ce temps qui est maintenant et pas, je ne pense pas avant, je ne pense pas à l'après. C'est vraiment juste sur le moment. Moi, c'est une grosse force de mental. C'est le moment présent, vraiment. On entend souvent avoir un bon mental dans le sport. Pour toi, avoir un bon mental, c'est quoi? Pour moi, avoir un bon mental, c'est être, c'est savoir où on veut aller. C'est savoir où on veut aller, comment, ce qu'on fait pour y aller et partager surtout au mieux ce qu'on fait, quoi. Qu'on le fasse pas tout seul. Si on est bien dedans, les gens s'en rendent compte et ça permet de partager avec eux et ça nous permet d'avancer encore plus vite et surtout encore plus loin. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement ou est-ce que tu t'es déjà préparé mentalement pour quand tu étais éducateur sportif ou maintenant pour tes représentations? Ouais, bah, les moments où je me suis plus préparé mentalement, c'est quand je fais des compétitions, ouais. En freestyle football, on fait des compétitions. Bon, moi, ça fait un moment que j'en fais. En ce moment, j'en fais pas trop, mais je me souviens je me mettais une préparation mentale. Je me mettais dans un coin, j'écoutais ma musique, je faisais de la respiration, que voilà, il y avait une pression que j'avais pas vue ailleurs, qui est différente de la scène, qui est différente du métier avec les enfants, qui est vraiment autre. Et voilà, c'est quelque chose de particulier. C'est un truc que j'aime bien, mais que j'aime pas à la fois. C'est-à-dire pas trop de la compétition, c'est à petite dose, parce que ça apporte beaucoup on doit vraiment se gérer mentalement. On doit vraiment mettre tes émotions de côté, te dire bon là c'est ici, c'est maintenant. Faut se faire confiance. Comme on doit avoir une surdose de confiance en soi comparé au quotidien. Parce qu'au quotidien, je suis pas forcément quelqu'un qui a vraiment confiance en lui et en compétition, il y a pas le choix. Tu pointes du doigt la différence de pression entre la compétition freestyle et la scène. C'est quoi la différence? Comment tu pourrais c'est super intéressant parce que du coup, c'est comme une pression, mais qui est pas la même. Ouais, je pense que la compétition, il y a une grosse part d'ego quand même, parce que je veux réussir aussi beaucoup pour moi, pour le travail que j'ai fait en amont, les préparations, prouver aussi que voilà, ce que je fais, je le maîtrise. Alors que pour la scène, c'est pas pour mon ego, c'est plus pour partager d'abord. C'est ça la priorité. Et c'est plus de la fierté de montrer des gestes. Et j'attends pas en échange un trophée ou quelque chose comme ça, ou même des applaudissements. J'attends juste de voir des gens éveillés qui aient passé un bon moment. Alors qu'en compétition, je suis moins concentré sur les gens et je suis plus concentré sur moi. Même si il faut trouver un équilibre les deux. On va aborder la confiance. La confiance en soi, tu l'as abordé déjà. Tu as dit que tu n'étais pas forcément quelqu'un qui avait confiance tout le temps. Comment tu remédies à ça? Comment tu essayes de travailler ta confiance finalement au quotidien? C'est un travail effectivement au quotidien. C'est m'obliger en tout cas à pas tomber dans la facilité de m'enfermer sur moi-même, c'est-à-dire à me mettre dans mon monde. Je pourrais vite prendre un ballon et m'entraîner tout seul et mettre ma musique et j'entends personne et là je prends confiance en moi. Mais non, j'essaie voilà d'être le plus ouvert possible, c'est-à-dire d'être pas trop par exemple sur le téléphone, avec la musique et d'être le plus disponible possible pour avoir le plus d'interactions possible et pour pouvoir prendre le temps et me dire que bon, quoi qu'il arrive, je suis dans des dialogues, il y a pas de raison de pas avoir confiance en moi et, et j'essaie de prendre le temps de m'exprimer le plus possible parce que je me rends compte que souvent avec le manque de confiance, je me précipite, je parle vite, je me commence à bégayer, des choses comme ça. En fait, en face de moi, on m'écoute. C'est à moi aussi de revenir sur le moment présent, comme je disais, de me dire, OK, ça va bien se passer. C'est intéressant ce que tu pointes parce que aujourd'hui,
La plupart des interactions sociales se font par le biais des réseaux sociaux. Toi, tu fais le choix inverse, c'est-à-dire finalement de laisser le téléphone pour aller rencontrer les gens, ce qui je trouve est essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire de rencontrer les gens. Alors on n'a pas pu le faire là parce qu'on habite dans des régions différentes, mais rencontrer des gens en présentiel, échanger avec eux, prendre ce temps, c'est hyper important aussi. En fait, de se déconnecter pour mieux se connecter aux autres en réalité, en fait. Oui. Bah déjà, moi j'ai pas beaucoup d'attrait pour la technologie, on va dire. C'est pas trop mon truc. Donc du coup, en plus je viens d'une génération 90, donc il y avait pas forcément encore les téléphones, etc. Donc pour moi c'est un peu plus facile de m'en détacher aussi, je pense. Je viens du spectacle. Je viens du spectacle vivant et pas du spectacle derrière les écrans. Donc j'ai ce besoin d'échange avec les gens. J'ai aussi besoin de mon temps pour moi, c'est sûr, d'être dans ma bulle. Mais c'est super important de rencontrer les gens, discuter avec eux, de partager son parcours, d'écouter leur parcours, de se dire ah ouais ok c'est vrai moi j'ai pas pensé, il faudrait que je me renseigne, peut-être tu peux essayer ça. Comment tu te positionnes par rapport au droit à l'erreur? On parle souvent d'échecs dans la société, mais comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, je sais que dans ma philosophie, l'échec n'existe pas. Il faut faire des erreurs et y remédier et travailler pour, on va dire, passer des étapes. Mais toi, comment tu vois les choses? Souvent, on parle d'échecs, beaucoup. Moi, c'est pas dans ma philosophie, l'échec. Je pense qu'on vit des expériences et puis on peut remédier à tout ça et puis progresser sur son chemin. Toi, comment tu vois les choses? Surtout pour moi qui suis jongleur. Ici, si je devais me dire j'échoue, à chaque fois que je fais tomber quelque chose, bah jamais je pourrais reprendre et rejongler derrière et continuer et faire plus. C'est-à-dire, c'est pas, enfin, moi, je vois pas d'échec là-dedans. Je vois juste le côté qui me dit, je vois juste l'apprentissage. Moi, j'ai un concept un peu simple. C'est si je peux faire 2 jongles, je peux en faire 3. Maintenant, pour en faire 3, il faut peut-être que j'en fasse plusieurs fois 2, que ça tombe plusieurs fois, et ça fait partie de la réussite pour réussir à en faire 3. J'ai passé plus de temps à ramasser mes ballons qu'à jongler avec, par exemple. Je le vois pas comme un échec, je le vois justement comme un outil qui me sert de réussite. Que l'échec en soi, même si, même si je vais plus loin, je vois la compétition, c'est pas du tout un échec. Parce que si je perds, par exemple, la compétition, ce qui m'est arrivé, en fait, j'ai plus perdu en compétition que j'ai gagné en compétition. C'est pareil. C'est se servir du moment où tu ne vas pas là où tu voulais aller, au bout de là où tu voulais aller, parce que pour X raisons, il peut y avoir ce jour-là, il peut y avoir plein de choses qui perturbent ton parcours. Ça me permet de me dire, OK, là, il faut que faut que je retourne m'entraîner, que je reprenne en compte tout ce parcours-là, toutes ces choses-là qui sont arrivées où j'étais pas prêt, qui m'ont un peu perturbé. Et ça me permet après, je le prends comme une force et je me dis, OK, bah, là, je reviens l'année prochaine et bon, bah, c'est bon, quoi. C'est pour moi. Oui, donc du coup, tu es dans la même philosophie que moi. En fait, l'échec n'existe pas et il y a que des expériences sur lesquelles on s'appuie pour progresser. Bah, c'est pas un échec, mais il y a toujours quelque chose à prendre dans les choses qui se passent pas comme toi tu le veux. Et si tu arrives à prendre cette chose-là et tu la mets dans ce que tu veux, ça va encore plus alimenter, ça va encore plus t'aider pour réussir là où tu veux réussir. Je voudrais aborder un petit peu le regard des autres. Est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres à une période? Est-ce que le cirque t'a aidé, par exemple? Finalement, c'est pas si simple que ça de s'affranchir du regard des autres. Il y a différents types de regards, hein. Il y a des gens qui t'entourent de manière positive, mais il y a aussi des gens qui critiquent, voilà. Est-ce que tu as dû travailler là-dessus? Est-ce que le cirque ça t'a aidé? Oui, on va dire quand même que ça m'a aidé le cirque parce que le fait de réussir des choses avec mon corps, par exemple, ça m'a permis de m'assumer un peu plus devant les gens, de me dire, ah, OK, je fais quelque chose de mon corps, il y a un petit côté. Ça m'a donné surtout de la confiance en moi pour que je puisse justement plus échanger avec les gens et être accepté d'être plus regardé. Après, dans la vie, on rencontre plein de gens. Moi, le fait que je fasse quelque chose qui soit pas très commun, ça me donne une force. Ça me donne une force au quotidien parce que je peux vraiment échanger. Enfin, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à échanger avec les gens, vraiment, parce que c'est pas très populaire, parce que ça attise la curiosité. Donc du coup, je vois le regard des gens comme enfin, je le vois pas comme quelque chose de malveillant. Je le vois vraiment comme quelque chose de bienveillant et je vois juste de la curiosité, pardon, au regard des gens. Et ça m'aide. Avant le cirque, c'est vrai, bah, après, avant le cirque, j'étais un peu adolescent. Donc après, c'est une période compliquée aussi. On peut être vite renfermé sur soi.
Mais j'ai jamais été de nature vraiment renfermé sur moi. J'avais pas beaucoup de confiance en moi, mais j'étais pas renfermé. Et le regard des autres dans les compétitions de freestyle, c'est quelque chose qui t'a déjà perturbé, ou la compétition elle était saine, ou c'était compliqué? Non, c'est la force du freestyle football. En tout cas, c'est une petite communauté et on se connaît tous. Et du coup, c'est très sain. Là, on connaît la difficulté de la discipline et on sait très bien que c'est pas en arrivant, enfin, c'est pas ta première compétition, t'arrives et tu gagnes tout. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça se passe pas comme ça dans plein de sports non plus. Tu sais très bien que tu vas arriver, tu vas faire le mieux que tu peux et tu vas pouvoir voir où t'en es. Et les gens vont t'aider et tu vas t'inspirer à regarder les gens, à discuter avec les gens. Si, si je vais à la compétition et je reste dans mon coin et je lève pas la tête et je regarde, j'échange rien, je regarde rien, on progresse pas. Et j'ai besoin du regard des gens et j'ai besoin de leur retour, le retour, comme en spectacle. J'ai besoin d'un retour sur mon spectacle pour savoir ce que je dois faire, ça me parle encore plus. J'avais une question. Comment on fait pour gagner une compétition de freestyle? C'est quoi les critères de réussite? En fait, en compétition de freestyle, tu as plusieurs catégories. La plus connue, ça va être les battles, qui est inspiré du hip-hop. Et du coup, c'est des 1 contre 1 ou 2 contre 2 ou 3 contre 3. Et il faut être musical, faut avoir des gestes difficiles, faut avoir ses propres gestes, donc son originalité. Ça, c'est 3 gros points. Mais on fait un melting pot, on va dire, avec des juges. Et voilà. Et après, bah, celui qui réussit à avoir tous ces critères-là a beaucoup de chances de gagner. Sinon, moi, je performe plus dans la catégorie spectacle. Du coup, là, ça va être la même chose. Ça va être le storytelling de ton numéro, la difficulté de ton numéro, principalement ça. Et la musicalité toujours, parce que on est très inspiré du monde de la danse. C'est important. Est-ce que tu as des footballeurs professionnels qui t'ont inspiré dans ton art? Et ben, moi, il y en a un, ouais, c'est Ronaldinho. Parce que j'ai grandi avec Ronaldinho, en regardant Ronaldinho, en tout cas. Et avec mon père. Mon père était fan de Zinedine Zidane, où on avait ce truc Paris-Marseille, quand Ronaldinho était, enfin bref, ça, c'est les détails de footeux, mais on avait toujours cette petite rivalité enfantine, du coup, d'avoir Ronaldinho, Zidane, Ronaldinho, Zidane. Et moi, en fait, Ronaldinho, ce que j'aimais, c'était que parce qu'il jonglait, il partageait de la joie, toujours avec le sourire, il dansait beaucoup, il faisait des gestes de freestyle et ça, j'avais pas encore vu, en fait. Et du coup, moi, quand j'allais au foot, parce que j'ai commencé par le foot, quand j'allais au foot le soir après l'école, j'essayais d'y aller le plus tôt possible pour essayer d'avoir un ballon avant que ça commence et pouvoir m'entraîner à faire les gestes de Ronaldinho. Et j'étais pas du tout investi en tout sur le terrain. Ça m'intéressait pas. Par contre, dès qu'on me laissait un ballon, je voulais faire les gestes de Ronaldinho. Et voilà. Et après, de fil en aiguille, j'ai arrêté le football. J'ai arrêté de suivre le football quand Ronaldinho a pris sa retraite parce que c'est vraiment le seul point qui m'intéressait au football. C'était vraiment, c'est toute mon enfance. Et j'ai eu la chance, où j'en profite, j'ai eu la chance de le rencontrer au mois d'avril dernier sur un événement où on était invité pour faire le spectacle. Il faisait un match de gala. Il a invité des amis à lui pour jouer devant des supporters. Et on était invités pour faire le spectacle à la mi-temps. Et voilà, je me suis dit, bon, ouais, j'ai jamais été aussi proche de lui pour lui montrer ce que je fais maintenant. Et du coup, j'en ai profité d'un moment où il était tout seul pour aller le voir et lui dire, voilà, Nio, je peux te montrer quelque chose. Je lui ai montré les figures que j'ai créées. Et il a été impressionné. Moi, j'étais impressionné aussi, du coup, par lui dire merci, 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 merci. J'ai rien su lui dire d'autre. Donc, j'ai compris ce que je comprenais pas trop, quoi. J'arrivais pas à me mettre dans la tête d'un fan, vraiment d'un fan de quelqu'un. Et là, j'ai compris, en fait, ce que c'est, en fait. Le cerveau, il n'y a pas de dialogue possible. Il y a juste trop d'émotions. Et pour moi, c'est une boucle de boucler, en tout cas, avec le foot, c'est sûr. J'ai impressionné la personne qui a fait enfin, c'est grâce à lui si je fais ça aujourd'hui, indirectement. C'est lui qui m'a transmis cette passion en premier. Le fait de pouvoir lui montrer et de l'impressionner, pour moi, c'est boucler, c'est cocher la case, c'est bon. Un objectif de vie de réussir, il y en a plein d'autres. Mais ça, ouais, je suis très heureux. Un super moment d'émotion de rencontrer en tout cas, son inspiration. C'est chouette. J'ai envie de parler de motivation avec toi. Quels sont les trucs qui te motivent? Créer de nouvelles choses tout le temps. Tu crées à l'infini, en fait, tout crée, il me motive, c'est de me dire, je me lève. Aujourd'hui, j'ai mon entraînement. Ça va être trop bien parce que j'ai trop de trucs en tête. J'aurai pas le temps de tout faire. Et
Et parce que j'ai imaginé ça, faut que je le fasse. Moi, ouais, c'est une motivation ça me motive énormément. Du coup, tu visualises avant, en fait, tu crées dans ta tête et ensuite tu réalises, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, vu que moi, je jongle avec 2 ballons et je suis un des seuls à le faire, je m'inspire de ceux qui font un ballon. Donc j'en vois certains avec un ballon, je me dis: «Est-ce qu'avec 2 c'est possible?» Alors du coup, je réfléchis. Des fois, c'est dur de dormir et après j'ai envie d'aller m'entraîner, essayer maintenant. Du coup, je me dis: «Je peux pas maintenant, faut attendre demain matin» et après je vais essayer. Une fois sur 2, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Une fois sur 2, ça requiert un travail très, très long et dans ma tête, ça va être très simple, ça va être très rapide et en fait, de le mettre en pratique, je me dis: «Ah oui, OK, bon, là, va falloir, travailler» et là, du coup, il y a tout un plaisir parce qu'il y a tout un système qui est en place dans ma tête où je me dis: «OK, donc là, ça va être un chemin plus long que d'habitude». C'est génial parce que du coup, je vais pouvoir avoir étape après étape, étape après étape et quand je vais réussir, les endorphines, tout va arriver et tout va la satisfaction, personnelle, en tout cas, elle va être, folle. Je voudrais revenir sur la gestion des émotions. Alors, tu as parlé à différents moments de cette gestion. Alors, tu nous as parlé de pression de la compétition sur les compétitions de freestyle, la pression de la scène qui était différente, l'émotion vécue par la rencontre avec Ronaldinho, qui était du coup ton inspiration. Comment tu fais, en tout cas, tu mets en place pour au mieux gérer cette pression, ce stress quand tu la rencontres? Pour être honnête, Ronaldinho, c'est de l'impro. C'est vraiment, j'ai rien géré, en amont. L'émotion était là, c'était vraiment c'est de la c'était du moment vraiment présent. Il y a pas eu de préparation mentale parce que j'y croyais pas jusqu'à que je force le «destin» entre guillemets. Donc, pour Ronaldinho, l'émotion a été pas vraiment gérée. C'était vraiment justement, c'était que des merci, 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 merci et rien que merci. Ouais, mais du coup, tu as osé aller la rencontrer. Tu l'as créé, quoi. C'est la rencontre, tu l'as créée, quoi. Ouais, parce que t'es dans un processus dans ta tête où tu dis: «J'aurais pas beaucoup d'occasions dans ma vie, si ce n'est peut-être la seule». Il est à côté, maintenant faut avoir confiance en soi justement, du coup on peut revenir là-dessus et dire: «C'est bon, j'ai fait le plus dur, maintenant c'est le plus simple, c'est de faire le pas». Il est à côté quoi. Le plus simple, c'est de faire le pas en avant, mais le plus dur, c'était tout ce que j'ai fait avant pour en arriver là. Mais pour la gestion des émotions, en vrai, j'ai besoin d'un temps où je suis dans mon coin et je respire et j'ai besoin d'être bien là où je suis. C'est-à-dire, si j'ai besoin je me trouve un petit coin où je sais que je suis bien, il y aura pas trop d'interaction qui me permet de me concentrer et d'être bien, bien préparé mentalement en tout cas. Que je pense pas quand je vais rentrer à la maison, ah, j'ai ça à faire, ça à faire. Non, j'essaie vraiment de rester sur moi à ce moment-là, le plus longtemps possible au final. Et du coup, tu dis que tu utilises des techniques de respiration, tu en as apprises. Est-ce que tu as des techniques de respiration que tu utilises plus particulièrement? C'est des techniques, vraiment, classiques, hein, d'inspirer, tant de fois, d'expirer. Quand j'expire, j'essaie souvent de sentir mon souffle juste au-dessus de mes lèvres et ça me permet de me concentrer parce que c'est dur. En plus, j'ai de la moustache, donc c'est encore plus dur de sentir le souffle. Mais ça me permet de bien me concentrer parce que ouais, ça me permet de me dire: «OK» et après ça me relâche. Je sens mon corps, en fait, qui se détend, hein. Ça part vraiment d'ici et ça se détend en bas et c'est un chemin qui fait du bien une fois que tu, as bien respiré et je bois beaucoup. Et du coup, c'est vrai que de respirer, ça te permet d'être plus focus sur soi et du coup de se recentrer et d'être focus sur ce qu'on a à faire. C'est une technique très simple, mais qui marche très bien. Ça marche très bien. Une fois que c'est sûr qu'au début, ça fait bizarre, mais je sais plus quand est-ce que j'ai commencé ça, mais au début, tu te dis: «Bon, est-ce que ça marche vraiment?» Mais après, à force de répéter à ton rythme, tu sens vraiment les effets, bénéfiques, hein. Faut écouter son corps, quoi. C'est vraiment important de trouver un moment pour son corps aussi. Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé aussi, de me dire: «OK, là, les étirements», moi, j'ai passé beaucoup de temps quand j'arrivais au cirque, j'étais très raide, comme beaucoup de footballeurs. J'étais très raide et au cirque, je voulais absolument être super souple et je me disais: «Si je suis pas souple, je serai pas artiste de cirque», alors que ça a pas forcément de rapport. Quand j'ai fini mes études en cirque, c'est là où j'ai vu j'ai vu que déjà je pouvais toujours être artiste de cirque et j'étais pas forcément le plus souple, du monde et en fait, j'ai vu les étirements comme un bien je les ai pris comme un bien-être et pas comme
pas comme un devoir. Et du coup, la respiration est venue aussi avec ça. Commencer à vraiment respirer. Ouais, c'est vrai que quand on s'étire ou qu'on fait des assouplissements, on a tendance à associer la respiration pour que la souffrance passe mieux. Bah, le yoga, hein. Le yoga, c'est quand même c'est un beau sport. C'est un beau sport pour se connaître soi-même. C'est vraiment intéressant. Même si on peut souffrir si on est un peu raide, mais ouais, c'est son rythme, encore une fois. C'est à différents niveaux et J'ai une petite dernière question pour toi. On entend souvent que dans le sport, il faut avoir une force mentale et qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? moi, je pense que oui, c'est propre à la vie, ça, hein. Avoir une force mentale et ne rien lâcher. Moi, je pense qu'il faut, dans le sport, être passionné. Je pense vraiment que si tu es passionné par ce que tu fais, tu ne réfléchis pas à ta force mentale et tu réfléchis pas, enfin, c'est naturel. C'est comme dans tout, hein. Tu es passionné en maths, il faut une force mentale pour réussir à débloquer des calculs. Mais je pense pas qu'ils se disent, j'ai cette force mentale. Ils sont passionnés et ils sont ils sont concentrés dans leur passion et la force mentale, elle est là, en fait. La force mentale, elle est dans ta passion, en fait. Si t'es vraiment passionné, la force mentale, elle est déjà là. Ton mental, il se concentre sur ce qui t'attire, ce que t'aimes. Donc, si t'es tiré et aimé par ce que tu fais, ton mental, il se construit comme ça. Moi, je suis d'accord, il faut une force mentale. Plein de choses, hein. Il y a des grands sportifs, mais il n'y a pas que le sport. C'est vraiment dans toute la vie, je pense. Tout domaine. C'est vrai que la passion nourrit la motivation. Ah oui, oui, exactement. C'est fort, c'est ce qui est intéressant aussi quand on est plus jeune. C'est ce qui est dur quand on est jeune et on doit, tu sais, t'as le moment où tu dois trouver ce que tu dois faire dans la vie plus tard et on te le demande un peu tôt quand t'es à l'école. T'es encore jeune et et du coup, t'es peut-être pas passionné. Tu sais pas vraiment si t'es passionné parce que ce que tu dois choisir de faire et du coup, tu fais et en fait, tu te rends compte que c'est pas ça et tu t'en rends compte bien plus tard. Il y en a, ils s'en rendent compte à 50, 60, 60. Enfin, il y a pas d'âge pour se rendre compte de sa passion. Et en plus, plus tu vas être curieux, bah, plus tu vas avoir de passion, j'ai l'impression. Parce que tu vas découvrir plus de choses et donc dans la curiosité amène la passion, le mental, tout est connecté un peu. T'as raison, t'as entièrement raison. Alors, avant de te quitter, déjà, je te remercie pour ton temps, pour cette interview. Est-ce que tu as un message qui te tient à cœur, que tu aimerais faire passer aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés et qui viendra clôturer le podcast? Moi, le message, ça va être un peu les mots-clés que j'ai dit déjà, hein. C'est la curiosité, c'est très important de la nourrir tous les jours parce qu'elle va nourrir derrière votre passion. La passion, c'est ce qui nous fait vivre. L'échange avec les gens, cet échange, ce podcast, c'est ça nous fait vivre aussi. Ça nous stimule, on a beaucoup d'informations. Quand on va arrêter le podcast, on va y repenser. On va se dire, ah oui, c'était bien, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Donc, mon message, c'est une petite idée qui est dans la tête et elle vous stimule, vous sentez qu'elle vous stimule. Sortez-la, exprimez-la comme vous pouvez, avec le plus de confiance possible. Il n'y a pas de, sortez-la de la tête, essayez de la mettre en image et dites-vous que si elle est arrivée dans votre tête, ça veut dire qu'elle existe et vous pouvez aller vraiment rouler avec. C'est vous qui êtes maître de ce que vous créez. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est peut-être des phrases un peu bateau, mais vraiment, faut croire. Faut pas s'arrêter à ce que vous voyez. Et on a la chance d'avoir des pensées, de pouvoir parler à nous-mêmes, de pouvoir imaginer des choses. Faut en profiter. C'est croire en soi, en fait. Ouais, en fait, ça me fait penser à un dessin animé, je sais pas si tu l'as vu, avec Magnifico, là, je l'ai regardé avec ma fille. En fait, c'est les gens ont chacun un rêve dans leur tête et quelque chose qui les anime et au final, en fait, il faudrait voir le dessin animé, mais il y a quelqu'un qui leur prend leur rêve et qui les collectionne et qui les met pour les préserver. Et au final, ils peuvent pas les accomplir parce qu'ils les ont plus en eux, en fait. Et au final, bon, regardez le dessin animé, il est très sympa. Et et je trouve ça intéressant parce qu'à la fin, ils récupèrent leurs rêves et leur objectif, c'est de le réaliser. Et en fait, ils avaient perdu un peu de leur âme en perdant de leurs rêves. C'est ça que c'est intéressant ça vient un peu nourrir ce que tu viens de nous dire, quoi. C'est génial. Il s'appelle comment le dessin animé? C'est Witch, le dessin animé. J'irai regarder ça. Ouais, des fois, on trouve toujours dans les dessins animés, il y a toujours des choses intéressantes à puiser, je trouve. Des messages, une philosophie. En tout cas, Norman, merci beaucoup. C'est vraiment très sympa d'échanger avec toi, de voir, comment dire, recevoir un petit peu,
parcours, comment tu penses les choses et tout ça, c'était chouette. Et puis, c'est la première fois que, du coup, j'ai interviewé quelqu'un qui est un peu dans ton domaine, hein. Freestyle, le cirque, voilà, une belle jolie moustache. Bon, au mois de novembre, en fait, les hommes se mettent la moustache aussi. On commence le 1er novembre avec une moustache, donc c'est top. J'ai de l'avance. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.